Je me rappelle, c'était le 4 juin 2024. Je reçois un texte de la banque pour dire « Vous êtes à découvert ». Et là, je ne comprends pas. Je dis « OK », donc je me connecte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a tous nos comptes sur la même banque. Et via l'application, en fait, je peux avoir accès à tout. J'ouvre le compte et c'est 0, 0, 0, 0. Ils ont vidé tous nos comptes. Je te jure, oh my gosh. Ah ouais, vache, ouais. En fait, tout est à zéro. Et là, je perds complètement les moyens parce qu'au départ, je pensais que c'était une blague. En fait, tu es là, tu te sens tellement bête. Oui, ça te paraît tellement énorme que ça te paraît tellement bête. Regarde la chose la plus simple tu pourrais faire quand tu découvres un truc comme ça sur ta banque, de dire « OK, j'appelle ma banque ». Je n'avais même pas pensé à ça. J'étais tellement paralysée. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, emballés, mes bouquins, empaquetés. La vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. L'histoire que vous vous apprêtez à découvrir, c'est l'histoire de Fleur Anderson. L'histoire d'une femme qui refuse de laisser la vie décider pour elle. Après un divorce, au lieu de se replier sur un quotidien connu et sécurisé en Normandie, elle choisit le grand saut et elle décide d'apprendre l'anglais aux États-Unis, de s'envoler pour San Francisco avec un visa en poche afin de réécrire son destin. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que cette aventure va la propulser dans un tourbillon d'émotions entre amour, trahison et résilience. Avant même d'avoir bouclé sa valise, elle ose un pari fou, tenter sa chance sur Tinder à la recherche, je cite, d'un casse-croûte. Une simple conversation, quelques échanges et à son arrivée quelques mois plus tard, elle rencontre celui qui deviendra son mari. Quelques semaines après, la pandémie éclate, le monde s'arrête et elle se retrouve confinée chez ce presque inconnu. Forcée de ralentir, elle découvre une nouvelle vie, un nouvel amour. Mais Fleur n'est pas du genre à se reposer sur son conte de fées. Poussée par sa passion pour la cuisine, elle se lance dans l'entrepreneuriat avec un service de traiteur français et des ghost kitchens, puis elle voit plus grand et elle crée Café Mademoiselle, un projet ambitieux qui allie élégance et gourmandise à la française. Tout semble lui sourire jusqu'à ce que le piège se referme. Des investisseurs prometteurs, des contrats alléchants et soudain, la douche froide. Une arnaque d'une ampleur inimaginable. Du jour au lendemain, tous ses comptes sont vidés, son rêve s'effondre. Mais face à ce qui aurait pu être un point final, Fleur choisit d'écrire un nouveau chapitre. Avec une force hors du commun et un sens de l'humour qui fait du bien, Fleur transforme cet échec en une renaissance. Mais je vais la laisser vous raconter tout ça. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, c'est parti, let's go to San Francisco! Salut à tous, je suis Fleur Anderson, je suis chef et owner de My French Cuisine et Boko Bites. Je suis installée à San Francisco, ça fait 5 ans que je suis là et j'ai lancé mon business il y a à peu près 4 ans et je fais ce business avec mon mari. My French Cuisine est vraiment spécialisée dans la cuisine française, authentique française. Donc aujourd'hui, on nourrit les gens de la baie, que ce soit américains ou français, on les nourrit. Donc voilà, on est très très content de cette aventure qui a des hauts et des bas comme tout le monde, mais qu'on s'en sort. Eh ben, génial, écoute, bienvenue dans French Expat. Je suis obligée de faire un commentaire sur ton prénom que je trouve au demeurant magnifique. Voilà, je pense qu'on est peut-être les deux seules Fleurs dans la baie aux États-Unis. Aux États-Unis, moi je suis pas dans la baie, hein, mais en tout cas très joli prénom et bienvenue dans French Expat. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que un truc que j'aime bien faire dans le podcast, c'est partir de manière chronologique. Tu disais du coup ça fait 5 ans là que tu es dans la baie de San Francisco. T'étais où avant? Ça ressemblait à quoi ton quotidien avant ça? Alors, donc avant, j'étais en France. Donc, j'étais en Normandie, un petit endroit sympathique de la France, très exotique. Et donc, en fait, en France, j'étais d'abord agent immobilier pendant 12 ans. Pendant que je faisais ça, j'avais envie d'assouvir une espèce de passion
du jazz et du blues. Et donc, je me suis lancée dans un challenge d'ouvrir un bar jazz club où je faisais des concerts de jazz en live les week-ends. Génial. Ouais. Ça a bien cartonné. J'en ai ouvert un deuxième qui s'appelle Olympe. C'était dans quel coin de la Normandie? À Caen. J'ai grandi en Normandie et après, fallait venir à Paris pour trouver du travail, naturellement. Donc, du coup, je me suis installée. J'étais à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Donc, c'est là que j'ai fait ma carrière, on va dire, dans l'immobilier et aussi quand j'ai débuté en tant que commercial pour des grands comptes comme Nespresso, comme Nestlé, avant de me mettre à mon compte en tant qu'agent immobilier. Donc, en fait, t'as passé ta vie à jongler entre... est-ce que l'immobilier, c'est parce que c'était peut-être aussi plus rémunérateur et le côté... hospitality, c'était peut-être plus ta passion? Exact. En fait, l'immobilier, c'était d'abord un premier challenge de se mettre à son compte. Déjà, parce que quand on quitte un boulot où on est bien payé avec voiture de fonction et qu'on se met à son compte et on sait très bien que c'est nous-mêmes. Transition pas facile. C'est ça. Donc, par contre, c'était ce côté inconnu et challenge, j'adore. Hein. Donc, c'est ça qui me motivait vraiment. Et en plus, ça payait bien. Je gagnais bien ma vie, on va dire. Oh, trop bien. Ouais, franchement, je vais pas m'en plaindre. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu, en fait, me lancer avec ce projet farfelu de créer des restaurants, bars, concerts. Pour le coup, c'était vraiment par passion. Comment est-ce que tu trouves le temps de faire ça? Parce que c'était un boulot à temps plein. Je sais. C'est pour ça que je me retrouve aux États-Unis parce que après 7 ans, tu pètes les câbles. Il y a une espèce de... Ouais, t'as pas d'équilibre vie pro, vie perso. Tout est vie pro, quoi. C'est ça. C'était vraiment très, très intense. Et donc, j'avais pris, en fait, la décision de dire, OK, en juillet 2019, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller aux États-Unis, je vais aller apprendre l'anglais. Parce que je parlais pas du tout. Comment les États-Unis sont pointés dans ton futur? Genre, pourquoi les US? T'aurais pu partir en Angleterre? Non, en fait, j'ai toujours été passionnée par les US. C'est pour ça, d'ailleurs, je faisais du jazz et du blues. J'ai toujours été passionnée, mais je parlais pas l'anglais. Donc, il me manquait ce truc-là, en fait. Tu avais déjà voyagé ou c'était la culture américaine? J'avais déjà voyagé. J'adore. Je voyageais beaucoup. J'adore voyager. J'étais venue ici. Je suis partie à New York. J'ai fait Chicago. J'ai fait Los Angeles. Et puis, j'ai fait San Francisco. Et puis, une fois ici, j'ai dit, je crois que je vais m'installer. Mais alors, du coup, donc, si je suis bien, donc on est été 2019. Yes. Là, tu te dis, je vais partir pour apprendre l'anglais. Mm-hmm. Dans quel cadre, du coup? Est-ce que tu pars en mode, je vais voyager, c'est comme ça que je vais apprendre l'anglais? Ou est-ce que tu t'inscris dans un programme en particulier? Je m'inscris dans un programme. Alors, donc, du coup, j'ai pris un programme intensif d'apprendre l'anglais avec... je sais pas si tu connais, ça s'appelle EF Education First. Ah ouais, je me souviens que ça me faisait rêver quand j'étais petite. On recevait les catalogues et on regardait, puis j'étais, j'aimerais trop. Non, franchement, c'était le pied, je peux dire, c'était top. C'est vrai. C'est un peu coûteux, mais ça vaut vraiment la peine. D'accord. Donc, du coup, en fait, je m'étais inscrite, j'ai obtenu mon visa étudiant de 5 ans pour venir. Ah oui, d'accord, tu partais pas pour quelques semaines, quoi. Non, j'avais pris 6 mois de cours, 6 mois intenses. Parce qu'en fait, c'était quelque part aussi une façon de briser ce côté que j'étais en train de... Il y avait trop, je faisais de trop, en fait. Entre l'immobilier et les restaurants, et c'était vraiment de trop. Et j'avais besoin d'un break. Donc, du coup, je me suis dit, je profite de ce break. Je vais apprendre quelque chose de nouveau, en fait. C'était... Trop bien, c'est courageux. C'était assez excitant. Et donc, du coup, je m'inscris et mon programme, il commence seulement en janvier 2020. D'accord. Quand je fais mon inscription, j'ai le visa qui est de 5 ans. Je dis, waouh, moi, je demandais un petit truc. Vous me donnez 5 ans, on va voir. Hein. Et là, je me suis dit, OK, je vais être aux États-Unis pendant 6 mois. Je vais être toute seule. Il me faut un casse-croûte. Ah, de quoi gagner ta vie, tu veux dire? Non. Un casse-croûte, je vais pas rester célibataire. J'étais célibataire, fraîchement divorcée. Casse-croûte, ça veut dire un mec? Oui, un mec. Il me faut un truc à se mettre sous la dent. D'accord, ok, ça marche. Donc tu te dis, j'ai pas envie de vivre cette aventure toute seule, quoi. C'est ça. Donc du coup, je fais un super gros investissement de 29,90 € sur Tinder. D'accord.
pour être vue à l'étranger parce qu'en fait, c'était la seule option. Pour être vue à l'étranger, je ne cherchais pas quelqu'un en France. Et puis, en fait, en septembre, j'ai commencé à discuter. Je m'étais donné un mois fixe. Je dis, de toute façon, j'investis ce montant-là, je ne veux pas plus. Donc, pendant un mois, je vais rechercher. Et puis, je suis tombée sur mon... Mais attends, on est en septembre 2019 ou Yes. septembre 2020 là? Non, septembre 2019. Donc, avant même de partir, tu te oui, mets à en fait, chercher. j'ai préparé mon voyage, là. Et donc, tu te mets à chercher quelqu'un qui n'est du coup pas sur le même continent que toi, puisque tu Non, n'es pas encore parti. qui était sur San Francisco, puisque mon école était sur San Francisco. Je venais sur San Francisco. Donc, je cherchais vraiment spécifiquement dans la baie de San Francisco. Et donc, du coup, je rencontre mon copain à ce moment-là, avec lequel on papote et tout ça. Et puis, en fait, j'avais lancé juste comme ça. Je lui ai dit, c'est dommage. En fait, moi, je recherche juste un casse-croûte pour mon temps de séjour. Je viens pour apprendre l'anglais pendant 6 mois. Donc, je veux pas quelque chose de sérieux, je veux juste qu'il y ait un mec pour 6 mois. C'est ça. Je cherche un truc. Ok, pas de problème, zéro jugement. En fait, je ne savais pas en ce moment-là ce que je décidais de faire. Si tu sais pas de quoi ton futur est fait. C'est ça. Tu veux pas te si prendre je la tête. retournais en France, et qu'est-ce qui va se passer? Donc, en gros, je voulais pas vraiment donner gros espoir. Et puis, je lui dis, par contre, ce que je regrette, c'est que j'avais toujours rêvé, tu sais, de la fête Thanksgiving qui se passe en novembre. Et moi, je devais repartir en France en juin. Et je lui dis ça. Et puis, je dis, c'est dommage. En fait, la seule chose que je vais regretter, c'est de ne pas voir cette fête-là, qui est la fête emblématique. Quand t'es en France, tu vois la télé. Ah oui, parce que du coup, si tu fais de janvier à juin, quoi, en théorie. Okay. Et donc, je dis ça comme ça. Et 2 heures après, il me rappelle, il me dit, je t'ai pris les billets d'avion pour venir passer Thanksgiving avec ma famille. Non. Je te jure, il a été, je l'ai mis direct. Je dis, waouh, du casse-croûte, toi, tu deviens le déjeuner, là. La culture du grand geste, un peu. Enfin, ça fait un peu le prince charmant américain. Et là, j'étais assez surprise. Et puis, par contre, il y avait un truc, c'est que j'avais absolument pas peur de venir voir un inconnu pendant 2 semaines. Est-ce que vous vous étiez parlé comment? Genre au téléphone? Au téléphone, en visio? Sur WhatsApp. D'accord. Okay. Et donc, on papotait sur WhatsApp. Et vous parliez comment, sachant que tu cherchais à apprendre l'anglais? Google Traduction. Et je fais stop. Attends. Je traduis. Et puis, là, je viens passer le Thanksgiving avec sa famille. Et en plus, il travaillait, donc j'étais toute seule avec 40 personnes qui parlaient une langue que je ne comprenais pas. Mais lui-même, il n'a pas peur non plus de qui il ramène chez lui. C'est clair. C'est clair. En même temps, il prenait moins de risques. C'est moi qui prends l'avion qui vient. Donc, pour lui, ça allait. Et par contre, j'étais là. J'avais pas envie que la jeunesse s'arrête, en fait. Je ne comprenais rien. Mais cette ambiance familiale, ce côté très chaleureux qui était mis en place, là, ça m'a complètement séduit. Sous le charme. Sous le charme. Yeah. Là, du coup, il passe au repas complet, quoi, du coup. Entrée, plat, dessert. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement la fête de Thanksgiving? Parce que tu dis que c'était un truc qui te faisait rêver. Comment ça s'est passé? Alors, d'abord, cette rencontre avec la famille, la rencontre avec lui aussi, tout simplement. Comment ça se passe? Raconte un peu. Alors, donc, quand j'arrive, c'est lui qui vient me chercher à l'aéroport. En fait, on s'était déjà vu sur WhatsApp en visio, donc je savais à quoi il ressemblait. Donc, c'était 2 jours après, il fallait aller dans sa famille pour Thanksgiving. Et là, il a une super grande famille. On était 40 personnes. Et là, en fait, tout le monde attendait la Française qui arrivait. Je t'avoue que je me la suis jouée un peu, je me la suis pété un petit peu, you know. J'avais la cote, alors il fallait profiter. Faut en profiter, oui, t'as raison. Et donc, mais c'était ce côté chaleureux. C'est ça qui m'a vraiment. Les gens, ils te connaissent ni d'Ève ni d'Adam et ils sont hyper accueillants. Yes. Ça, en même temps, on le sait, les Américains, c'est ce côté-là. Ils vivent l'instant présent, ils y vont à fond. Et puis, mais en fait, avec eux, c'était vraiment, c'était bizarre. C'était comme si j'étais à ma place, en fait. Le truc, je voyais à la télé, les familles, des grandes familles qui font des jeux, qui mangent, il y en a qui coupent la dinde, les trucs comme ça, you know, les trucs qu'on voit à la télé, quoi. Et c'était vraiment ça. Et j'étais là, j'ai dit, waouh, c'est ça, Thanksgiving. En fait, c'est très chaleureux. Et donc, du coup, voilà, lui, il fallait qu'il aille travailler. Il était parti travailler 1 heure après qu'il m'ait déposé chez ses parents. Ah oui, d'accord. Vous faites rien comme les autres, vous, hein? Mais non, pas du tout. Et là, j'étais là, et tout le monde veut t'entendre parler, et toi, tu ne parles pas. Et mais je rigolais tout le temps.
D'accord. Quand je voyais les gens rigoler, j'ai dit, ah, bah, c'est le moment de rigoler là. Je comprenais, D'accord. je comprenais à peine 20% de ce qu'ils disaient, mais Ah ouais, mais c'est dur. je te jure, j'avais Mais t'avais vraiment, pas peur, quoi. T'étais bah bien. Tu non, te sentais à j'étais ta bien. place. Je me sentais vraiment à ma place. Et le soir, sa mère est venue me déposer chez lui. Et puis, bah, 2 semaines après, il fallait que je retourne en France parce j'étais pas encore prête à venir, en fait. Moi, je devais arriver en janvier. Mais alors attends, parce que la relation du coup avec le mec, il se passe quoi? Bah, il se passe, bah, on passe 12 jours ensemble, un truc fabuleux. Bah, génial. D'accord, donc tu confirmes ton crush quand même. Enfin, je veux Ah, bah, dire, mais je te dis, il est passé au repas complet là. Ah oui, ça. Oui, mais tu m'as dit ça par rapport au fait que tu avais faire un billet d'avion, donc je sais Ah pas. non, là, au billet d'avion, il était au plat principal, là, tu vois, du casse-croûte au plat principal. Non, après, quand je repars en France, bah, en fait, on passe 12 jours et c'était superbe. C'était vraiment, enfin, voilà, il m'a fait découvrir la baie de mon école où j'allais aller parce que, bah, du coup, bah, moi, je m'étais inscrite sur Internet. Hein. Et donc, on a fait le tour, où est-ce que j'allais dormir, parce que j'avais déjà payé mon dorme aussi. Parce qu'en fait, je ne suis pas venue aux États-Unis pour rejoindre mon mec à ce moment-là. J'étais venue parce que j'avais mon projet. Donc, j'avais déjà tout payé, tout était Ouais, prêt, t'étais quoi. prête, t'avais ton projet perso, quoi. Yeah. Et puis, bah, je repars en France, je reviens le 3 janvier 2020 pour mes D'accord. études. Et quand vous vous quittez dans quel contexte du coup? C'est genre on va se revoir Ah bah oui, enfin, pour oui. toi, c'est sûr Oui, on va pour se l'un comme pour revoir. l'autre? Ouais, on Ouais. se dit, on va se revoir. Et puis même, en fait, c'était même pas une question. C'était comme si c'était évident. Regarde, j'arrive le 3 janvier, bah, il travaille, donc c'est sa mère qui vient me chercher. Et elle me ramène où? Directement chez son fils. Je dis, OK. Eh, Pas contre rien. bah non, pas du tout. Bah écoute, je vais m'installer. Et puis, bah, du coup, bah, je faisais mes études à San Francisco. Je restais la semaine. Il venait me rechercher le week-end. Et en fait, ce casse-croûte aujourd'hui est mon mari. D'accord, ok, trop bien. Et alors, à quel moment t'as su que c'était le bon? Alors, au moment où il a pris le billet d'avion. C'est con, hein? C'est vrai? Je te jure. Non, non, c'est pas con, mais il y a des trucs comme ça qui résonnent avec nous. Et pourtant, j'étais mariée pendant 15 ans en France. J'étais mariée, je venais d'être divorcée. Pour moi, le mariage, il était hors des questions. C'est pas la priorité? Non, Ouais. pas du tout. Donc, en fait, ça a été vraiment, en fait, je crois que le geste de dire, je te prends le billet. Je dis, bah, quelqu'un qui prend un risque comme ça. Parce que j'aurais pu être une psycho, comme tu dirais, ou ça aurait été lui, mais en fait, c'est fait tellement naturel. Et comme je le dis chaque fois, c'est grâce au COVID-19 qu'aujourd'hui nous sommes mariés. Pourquoi? C'est Parce que du coup, donc, tu arrives quelques mois avant que voilà, tout ferme, quoi. exact. Donc j'arrive avec l'esprit américain. On fait la fête, on sort le soir. En fait, je vivais ma best life, you know. Donc, quand Covid est arrivé, il m'a dit, écoute, le dorm, c'est très dangereux parce que c'est tous les étudiants des Parce autres que c'est la pays. collectivité. Exact. Ouais. Donc, est-ce que tu veux rester avec moi? Donc, je dis, OK. Donc, on est confinés ensemble. Donc, en gros, c'est une accélération de connaître quelqu'un avec 2 cultures différentes qui en fait, ça a été dur au départ. Mais c'était très bien parce que, bah, comme je lui dis chaque fois, c'est parce que je ne parlais pas l'anglais comme il se fallait. Donc, je ne pouvais pas me disputer avec lui. J'ai souvent cet argument avec mon mari. Pareil, mon anglais était tout pourri au début. Et donc, en fait, tu es obligé d'aller droit au but. Tu peux pas tourner autour du pot pour dire ouais, mais non, j'aimerais bien qu'il devine pourquoi je suis un peu énervée, machin. Tu es obligé, en fait, d'aller droit au but. Ce qui fait que t'as pas la grammaire, t'as pas le vocabulaire pour te prendre la tête. C'est ça. T'es là, et puis à chaque fois, je dis merde. Il dit, this one I know it. Et donc, du coup, ça nous a forcé, en fait, parce que moi, dans l'esprit, s'il n'y avait pas eu le Covid, j'étais dans l'esprit, je découvre les États-Unis, je fais ma best life de jeunes femmes qui découvrent l'université, Donc, j'étais en mode, je pense qu'il n'aurait pas eu le Covid pour settle down ensemble. Pour s'installer, quoi. Ouais. J'aurais été dans l'esprit un peu, je prends ce qui est à prendre et je me casse. Ouais, plus temporaire, plus ton plan original, quoi. Exact.
D'accord. Et quand tu dis c'était dur, au début, c'était quoi? C'était, parce que vous viviez de manière très différente et de vous Oui, accorder? Comment ça s'est passé? non, en fait, c'était plutôt au niveau de la barrière de la langue aussi, c'est la culture. Et puis, il y a des choses, tu sais, hein, quand tu t'installes avec quelqu'un, même que ce soit la même langue que vous parlez, il y a des choses que toi, tu vas pas admettre. Genre, tu vois les chaussettes par terre, et tu as juste envie de lui dire, tu sais, la corbeille est juste à côté, quoi. Tu mets dans la corbeille. Donc, ce genre de choses-là qui étaient un peu difficiles. Et puis aussi, il fallait changer des habitudes, hein. Il fallait que je comprenne certaines choses qui étaient évidentes aux États-Unis. Et je me suis rendu compte en ce moment-là, déjà, on avait la frayeur du Covid en même temps. Quand il y avait un qui toussait, tu te rappelles, il fallait aller se cacher de l'autre côté. Tu n'as même pas envie d'être à côté. Donc, on était tous dans cette incertitude. Donc, il y avait cette peur. J'étais loin de ma famille parce que c'était la première année. Les frontières étaient fermées, du coup. Et donc tu tout est pouvais pas fermé. rentrer dans tous les cas. Donc, tu as cette hantise, tu as ce côté incertain aussi. Parce que les Américains, tu peux être... C'est pas comme les Français où quand tu dates, quand tu commences à fréquenter quelqu'un, tu sais si vous allez le faire ou pas. Les Américains, c'est jusqu'à ce qu'ils te posent la question. Pour expliquer, ce que tu veux dire, c'est l'exclusivité ou non, quoi. C'est ça. C'est que quand tu te mets avec quelqu'un dans la culture française, bien sûr, il y aura toujours des contre-exemples à tout, mais de manière générale, on part du principe que il y a que l'un et l'autre et puis qu'on va tenter vraiment un truc à deux. Alors qu'aux États-Unis, il y a le fameux keep your options open, garder ces différentes opportunités jusqu'au 18e date où on se dit et en fait, on se pose la question comme quand on était en 6e, quoi. Will you be my boyfriend? C'est un peu ça, hein. Et puis c'est à partir de ce moment-là que ça. officiellement, on est vraiment censé arrêter d'aller de cultiver d'autres options, quoi. C'est ça. Même si lui, il n'était pas dans cet esprit-là, il faisait pas parce qu'on était confinés ensemble. Ouais. Mais il y avait ce côté-là. Est-ce que moi, je me posais la question, est-ce que je retourne en France après le confinement? Qu'est-ce que je fais? J'ai mes affaires en France, hein. Je suis ici, je veux m'installer aux États-Unis finalement. Qu'est-ce que je fais? En fait, donc, il y a tout ce gros nuage qui traîne, quoi. Et sans même que tu te rendes compte, tu le transfères à l'autre sur un aspect de stress qui n'est pas forcément justifié parce que toi, tu as envie d'entendre quelque chose de oui, c'est définitif, on est ensemble, que tu prennes une décision et puis et puis je finis mes études comme il y avait le Covid, on faisait sur Zoom, ça c'était chiant. Je finis les études au mois de juin. Avec le visa que j'ai, tu as 2 mois, tu peux rester aux États-Unis sans forcément étudier. Et puis après ces 2 mois-là, tu prends la décision, même si j'ai un visa de 5 ans, hein, tu prends la décision, c'est soit tu refais encore des études, tu payes encore des études, ou tu retournes chez toi. Et donc, au mois de juillet, j'étais là, je dis, OK, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai commencé à travailler en même temps. C'est ce qui est bien aux États-Unis, c'est que tu peux bosser pas quand tu veux. Du coup, tu es au mois de juillet, toi, tu es en plein questionnement. Qu'est-ce que je fais du coup? Et toi, ça c'est devenu de plus en plus sérieux puisque du coup, vous avez avancé vite avec ton copain à l'époque. Du coup, tu es dans quel état d'esprit à la fin de ces 2 mois? Je suis dans un état d'esprit de stress incroyable. Parce que parce que finalement, je me dis, OK, je veux rester aux États-Unis. Mais je ne veux pas rester illégale, en fait. Le travail me plaît, la façon de vivre ici me plaît, c'est exactement ce que je recherche depuis toujours. Et comment mon copain, je l'aime, mais par contre, je peux pas brusquer les choses parce que, une fois encore, hein, entre le sentiment réel d'une personne et quand tu n'es pas en situation régulière, souvent c'est très mitigé parce qu'on ne sait pas si c'est une sincérité de dire je veux rester avec toi ou c'est juste pour les papiers. En fait, il y a ce doute-là. Donc, tu veux dire que même toi, tu ne crois pas tes propres instincts à ce moment-là? Ah si, moi je crois, mais moi je peux pas lui exprimer, je peux pas lui renvoyer plus que je peux renvoyer.
sur ma sincérité de pouvoir faire quelque chose de sérieux avec lui, en fait. Et pour faire quelque chose de sérieux, il faudrait que je reste aux États-Unis, c'est pas en étant en France. Donc, c'est soit il prenait la décision de dire, oh, bah, écoute, je veux que tu restes et je concrétise la chose vraiment. Et donc, je vois pas venir. Et puis, bah, moi, je continue. Je me mets dans la tête, OK, je vais me réinscrire. Donc, je me réinscris au mois de septembre avec IF Education First pour faire encore un autre semestre. Ton anglais, d'ailleurs, il est dans quel état à ce moment-là? Bah là, ça allait. En fait, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que mon mari, il est américain et il parle beaucoup. Donc, ça t'a aidé, quoi. Ah, bah, ça a plus qu'accéléré. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans mon anglais. Mon anglais n'était pas, quand je finis mes études, en ce moment-là, on va dire, je suis à 60%, you know. Mais c'est pas encore arrivé le niveau parfait. Et puis, je me dis, OK, bah, je vais encore me réinscrire parce qu'en fait, je ne pouvais pas lui mettre cette pression de dire, on se marie, on fait quelque chose pour que je reste. Si je décide de rester, bah, je décide de rester, mais je fais ce qu'il faut pour rester. Donc, du coup, je me réinscris. D'accord, OK. Et là, bah, je paye mes études, je fais les cours toujours sur Zoom. Et puis, en décembre, il me fait sa proposition. Comment tu dis Il te demande en mariage. Donc, ça fait, en décembre, du coup, ça fait à peine un an que vous vous connaissez. Yeah. Parce que vous êtes rencontrés à Thanksgiving, physiquement. aux États-Unis, fin novembre, ouais, ça. Ouais. Et alors, comment est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il te fait la surprise? Ah ouais, oh là là, tu sais, comment ça se passe? Les Américains aiment bien sur cette partie-là le faire en mode grand truc. En fait, je me sentais vraiment particulièrement seule. J'avais une espèce de lonely, mais c'était pas justifié en fait en décembre parce que il y avait le décalage horaire avec ma famille. Je suis très famille. En France, ma famille est là-bas. C'est moi qui fais les fêtes de Noël. Et là, je me retrouve toute seule dans un pays où j'ai pas ma famille. T'as ce manque-là, en fait. Donc, je me retrouvais vraiment très, très seule. Et ma sœur m'appelle et puis elle dit, bah oui, parce qu'il y a les 9 heures de décalage horaire. Quand t'es en France, ils sont en train de couper la dinde. Bah toi, tu es en train de faire tes courses ici, peut-être tu te réveilles. Et donc, tu te dis, punaise, ils sont en train de faire ça. Et en plus, elle m'envoyait tout ce qu'elle mangeait et tout. J'étais là, je dis, ah. Donc, ça me faisait les très premières triste. fêtes à distance, c'était dur, quoi. Ah, c'était dur. Hein. C'était vraiment dur. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi c'était aussi dur. Et puis là, ma sœur, elle m'appelle en visio. Elle me dit, bah oui, j'ai vu que tu étais un peu triste. Qu'est-ce qui se passe et tout ça. On papotait et puis bon, j'expliquais le fait que bah, ça fait 1 an et que je me sentais un peu, voilà, c'était pas très très sûr. Et puis bah, là, je vois mon copain qui vient derrière moi et qui fait un coucou à ma sœur et il prend la poubelle pour descendre. Je dis, mais il va où là? Et je dis, bah, il va descendre la poubelle et puis il revient. Et puis là, il revient, il se met derrière moi, il met l'alliance comme ça devant la caméra de moi, ma sœur. Maman, c'était trop beau. Et donc, ma sœur me dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et puis je lui dis, je crois qu'il est en train de me demander en mariage. Et puis elle dit, elle dit, bah, peut-être vous laisser. Elle dit, bah, qu'est-ce que tu réponds? Je dis, bah, j'ai pas encore répondu, je suis en train de discuter avec toi. Elle dit, bah, tu... Donc lui, il attend? Non, lui, il attend. Puis je dis, donc je raccroche. Et puis naturellement, bah, je dis oui. Parce que là, pour le coup, je suis maintenant officielle, on va dire. Il m'a demandé, et en fait, la bague, c'est une alliance qui est dans la famille depuis plus de 50 ans. C'est sa mère qui lui avait donné. En fait, tout le monde était au courant, sauf moi. Il allait faire sa demande, donc c'était trop mignon. Donc là, du coup, on est en décembre 2020. Décembre 2020. Ah oui, vraiment, le jour de Noël. Ah, mais à Noël même. C'est le cadeau de Noël le plus magnifique de ma vie. Génial, félicitations. Merci. Et alors, du coup, c'est la fin aussi de ton semestre, ton 2e semestre d'études à l'école. Du coup, tu envisages ton avenir avec un peu plus de sérénité, j'imagine, par rapport à tes inquiétudes pour le futur, quoi, pour pouvoir voilà, rester ensemble. Est-ce que je reste aux États-Unis? Est-ce que je peux régulariser aussi ma situation? C'est ça? C'est ça. Donc, en ce moment-là, puis en plus, là, on est encore en plein Covid aussi. Hein. Tous les aéroports ne sont pas encore ouverts. Donc là, on est fiancés le 25 décembre. Et on se dit, bah, de toute façon, il n'y a pas encore le vaccin. On ne peut pas faire de mariage avec toute la famille venant de France. Personne ne peut se déplacer.
Donc, du coup, on va se marier tout seul. On se marie le 15 janvier 2021. Ah oui, donc super rapide Ah, après, je quoi, pense 15 qu'on a jours. été Ok. plus mariés. On est restés fiancés 3 semaines. Et puis, D'accord. là, on fait, comment on s'appelle, le couple du Covid. On se marie. On ne pouvait pas inviter qui que ce soit dans la pièce. On était derrière les vitres avec les masques. Notre premier bisou en tant que mariés avec masque. It Oh was la so vache. funny. Ouais. Et puis, C'était different times. different times. Et ça, tu te dis, en fait, aujourd'hui, quand tu parles aux gens, c'est comme si c'était fini, que c'est jamais arrivé, en fait. Et donc, du coup, on fait le mariage. Et là, pour moi, maintenant, c'est sûr, je reste aux États-Unis. J'arrête les études parce que ça ne me servait pas vraiment à grand-chose. C'était uniquement le fait de pouvoir rester. Donc, j'arrête les études. Là, je me focus vraiment sur l'activité en tant que pro, en fait. Donc, je D'accord. bosse, je continue toujours à travailler en tant que serveuse. D'accord. Je fais aussi, en fait, en ce moment-là, je cumule 4 jobs À l'américaine. à l'américaine. Alors, when I get Mr. Big Fly. Donc, je fais je bosse pour une pâtisserie française ici. Je bosse la restauration, je suis nanny et je fais de temps en temps un peu de DoorDash. D'accord. DoorDash, pour ceux qui ne vivent pas aux États-Unis, c'est un peu comme Uber Eats. C'est un des concurrents de Uber Eats aux États-Unis, donc la livraison de nourriture, Exact. de repas. D'accord. Et donc, Ok. donc je fais ça. Et, Donc, toi qui avais quitté la France sur un burn-out, en fait, là, tu te mets en situation, en condition pour en faire un second. visiblement, oui. Mais c'était différent. Parce que là, tout ce que je faisais, en fait, c'était. La pression n'était pas. Quand tu es patron, la pression, tu reçois aussi bien pour payer tes taxes et tout, et des employés, et de gérer les humeurs de. Enfin, c'était vraiment très différent de ce que je me levais à 4-5 heures du matin. Je savais pourquoi je me levais et combien ça allait me rapporter D'accord. là. Ouais, je comprends. Donc, c'était vraiment Tu différent. ramènes pas ton boulot chez toi et C'est ça. tu sais quand ta journée est finie, elle est finie, quoi. Exact. Donc du coup, tu étais ces 4 boulots en parallèle. Ce que tu as quitté en France, c'était aussi cet entrepreneuriat qui, certes, a compliqué ta vie, ta santé sur la fin. Mais j'imagine qu'une fois qu'on y touche, c'est pas facile de mettre ça complètement derrière soi. À quel moment est-ce que le concept de Café Mademoiselle fait son apparition ? Donc, en fait, je faisais aussi du chef privé. Donc, pendant que j'étais serveuse, là, je faisais un chef privé pour des particuliers, en fait. Et puis, c'est une de mes clientes qui me dit « Why you don't want to do something pourquoi tu crées pas tu ouvres pas un restaurant ou tu fais quelque chose ?» Je dis, en fait, quand je venais ici, l'idée, c'était pas ça. J'avais déjà mon idée de faire la cuisine française dans des bocaux. Mais avec le Covid, on peut pas. Et puis, là, je rentre à la maison et ça me cogite. Je dis, OK, en fait, il y a la demande parce que je suis assez demandée. Ouais. Pourquoi, dans ce cas-là, même si je peux pas ouvrir un restaurant, amener la cuisine française aux Américains? Chez les gens, quoi. Voilà. Donc là, on ouvre My French Cuisine avec mon mari en avril 2021, Ouais. en tant que traiteur, mais on le fait vraiment pur traiteur, en fait. D'accord. Donc, on commence dans un ghost kitchen, enfin, cloud kitchen ici. Les coworking de cuisine, quoi. Par contre, c'est un peu différent, celui-là. En fait, c'est cloud. En fait, imagine un gros entrepôt avec 40 cuisines, mais indépendantes à l'intérieur. On ne reçoit pas les clients, ça passe uniquement via DoorDash ou les applications. les applications. Quoi. Yeah. D'accord. Donc, on commence là. On est en 2021. On enregistre la compagnie en avril et on ouvre en mai 2021. Donc, on commence à travailler là et très vite, en fait, on s'est rendu compte que on avait vraiment de demandes avec My French Cuisine et que la cuisine de 20 mètres carrés allait très, très rapidement devenir un problème. Donc, c'est My French Cuisine qui est le premier business que tu crées. Hein. Yeah, My French Cuisine. Pour essayer de s'accrocher là. On crée My French Cuisine d'abord. Et donc, on apporte la cuisine française aux Américains et aux Français aussi, pour les entreprises et les particuliers. Et puis, là, on se développe assez rapidement avec My French Cuisine. On change de cuisine. On a une super grande cuisine maintenant. On arrive à produire des repas, même jusqu'à 1000 personnes.
on peut le faire. Donc, ça va, ça se passe très, très bien. Et en fait, on fait les marchés. Et chaque fois, quand on faisait les marchés, en fait, moi, j'étais sur site avec les grosses casseroles, je faisais des frites, je faisais le bourguignon, et les gens venaient, on servait directement, mais ça demandait un espèce de logistique incroyable. À partir de là, je repense, je dis, mon idée de départ de la cuisine française dans les bocaux, parce que en réalité, avec le concept de Bocaux Bites aujourd'hui, je n'ai pas inventé quelque chose. J'ai transféré quelque chose depuis la France ici. Et ici, en fait, on est les pionniers à le faire, parce que stériliser la cuisine dans les bocaux, ça, c'est une technique de grand-mère qui existe depuis très longtemps. Et là, je me suis dit, OK, quand on fait le catering. Le traiteur. Oui, le traiteur. Sorry. Il y a des restes, c'est du gâchis. En fait, il y a du gaspillage alimentaire, et ça, même depuis mes restaurants en France. Et je me suis dit, si on passe avec ce concept-là de tout stériliser, de la nourriture de bonne qualité, dans des bocaux en verre, où ça donne vraiment envie, les gens savent exactement ce qu'ils vont manger, ils regardent dans le bocal, ils le voient. Et puis en plus, ça resterait dans le temps, puisque quand on les stérilise, on peut les garder 1 an, voire 2 ans en fait, la nourriture. Parce qu'avant ça, juste pour être sûr de bien comprendre My French Cuisine, du coup, c'était juste comme si tu commandais des sushis, sauf que c'était du français, quoi. Enfin, c'était des plats, mais c'était pas du tout mis en bocaux. C'était pour de la consommation instantanée, quoi. Exact. Ok. Et donc, du coup, les bocaux, j'ai commencé d'abord avec 3 références. On faisait de la bouillabaisse, on faisait du bourguignon, la ratatouille et le poulet basquez aussi on faisait. Et tu le faisais donc via My French Cuisine? Via My French Cuisine. En fait, on a développé le concept via My French Cuisine parce qu'en ce moment-là, on ne sait pas si on donne une identité à ce concept-là. Donc, tu veux le tester d'abord, quoi. Exact. Donc, j'ai fait ça. On a fait ça pendant 2 ans. On vendait sur les marchés. Les gens ils étaient vraiment enthousiastes et impressionnés de ce qu'ils pouvaient manger, en fait. Parce que ça reste... en fait, les gens adorent le concept. Et puis, c'est pour ça qu'en janvier 2024, on ouvre Café Mademoiselle. Alors, Café Mademoiselle, raconte-moi comment tu en arrives à le lancer et ce que tu as comme vision à ce moment-là. La grande différence aussi, c'est que du coup, c'est un lieu qui peut accueillir du monde, quoi. C'est ça. C'est ça. En fait, la différence, en fait, je voulais vraiment, en ce moment-là, que les gens aient cette habitude, au lieu de manger dans des barquettes en plastique qui sont jetées et tout ça, c'est qu'ils viennent, ils choisissent, ils voient la nourriture, c'est dans les bocaux, on chauffe dans les bocaux, ils mangent, c'est 3 minutes à chauffer, ils mangent dans les bocaux, on récupère les bocaux parce que c'est réutilisable. En fait, c'est cette chaîne que je veux développer. J'ai vraiment... c'est du zéro déchet. Zéro déchet. Autant sur les emballages. Et c'est vrai que la bouffe à emporter, je veux dire aux États-Unis, mais j'imagine que c'est pareil partout. Des fois, c'est embarrassant, en fait. Quand tu ouvres ton sac, que tu reçois ton DoorDash ou ton Uber Eats ou Deliveroo, je sais pas ce que et tu vois, tu fais les couverts en plastique, les serviettes en papier, les emballages enfin, c'est énorme, en fait. Oui. Ouais. Même si on passe sur des trucs compostables et tout ça, mais ça reste quand même beaucoup de déchets pour un petit repas de 30 minutes, en fait. Donc, en fait, on est parti de ce concept-là et on a eu la chance d'avoir cet emplacement. C'était un petit peu aussi recherché dans le quartier d'affaires de San Francisco. Parce qu'en fait, si tu veux, mon concept, c'était de dire, OK, je m'adresse à des personnes qui n'ont pas le temps parce que on est parti sur le constat que manger de la cuisine française, déjà aller au restaurant dans un restaurant français, c'est minimum 1 heure que tu passes. Le coût moyen, en fait, tu en as pour $65. Et puis, en fait, aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps, énorme. en fait. Ouais, c'est énorme. Les gens n'ont pas le temps de prendre 1 heure pour manger et de programmer, de faire ça. Donc, je dis, OK, on va partir sur un truc de 3 minutes pour chauffer. Et en plus, ils peuvent l'emporter dans leur bureau, en fait. Mais tu as rencontré le fondateur de la boîte Petit Pot? Parce que je l'ai interviewé il y a 1 an et demi. Et il a commencé comme ça, en livrant dans le quartier d'affaires de San Francisco, des pots, des bocaux faits maison. Vous avez jamais bossé ensemble? Non, on n'a jamais bossé ensemble, mais j'ai entendu parler de lui. Et puis, on fait aussi les marchés ensemble. Il est jamais... Maintenant, c'est plus lui, mais c'est devenu une grosse boîte. Mais je rencontre ces commerciaux, pour
Et C'est oui, marrant quand même, genre sur une même ville de Français. c'est clair, hein. Ouais, Lui, il il y a est des dans le synergies. sucré et moi, je suis dans le salé. Donc, ça, c'est top. Ben, non, non, on n'a pas encore eu l'occasion vraiment de parler de. Peut-être qu'à la suite de ça, peut-être que ça va faire un tilt et puis on va se rencontrer. Bah ouais, carrément. D'accord, donc du coup, on est donc janvier 2024, Café Mademoiselle ouvre et donc tu veux, donner, encore plus vie, accélérer en fait, ce projet, que tu as avec ces bocaux, donc pour simplifier la vie, d'une catégorie de la population qui a les moyens, peu de temps, et qui cherche de la qualité en gros, hein, C'est ça. si je résume, Mhm. sauf que, bah, tout s'est pas passé, comme prévu. Tu as pas fait les meilleures rencontres si, j'ai mes informations, sont exactes. C'est ça. Qu'est-ce qui Mais s'est passé? non, en fait, donc du coup, en tant que start-up, je continuais toujours en fait, j'étais en train de lever des fonds Mmh. pour développer le concept parce que Avant l'ouverture ou après l'ouverture? après l'ouverture, en fait, avant, pendant et après l'ouverture, je cherchais des financements auprès des investisseurs, auprès de, voilà, un peu partout pour vraiment développer ce projet-là parce que je sais il y a un gros potentiel. Tu sais, il y a des projets qui ont pas de, par exemple, tu n'as pas le marché et puis tu vas aller chercher le marché. Aujourd'hui, ma problématique, c'est que j'ai le marché, mais je ne peux pas produire par manque de moyens. D'accord, OK. Donc, on va dire, c'est un petit problème, mais ça reste quand même un Ouais, ouais, non, c'est problème. bien sûr. Ouais. Donc, du coup, j'étais en train de chercher des financements pour développer le concept. Et malheureusement, suite à... Oh là là. En fait, c'était un groupement d'investisseurs sur LinkedIn que j'avais rencontré. Tu sais, ils te font, tu fais des breaking rooms. C'est un truc, et on était nombreux, hein. Après, tu expliques pourquoi tu es là, tu pitches, quoi. Et après, on vous prend dans des breaking rooms et puis ils disent, bah oui, il y a tel investisseur, il y a tel groupement qui va vous financer et tout ça. Et donc, moi, je suis avec ce groupe-là, ce groupement d'investisseurs. Pendant 2 mois, on bosse ensemble, on fournit tout, ils font le transfert des fonds, mais sauf qu'ils font pas le transfert des fonds sur notre compte parce qu'en fait, c'est un compte qui est à l'étranger, donc il faut faire un compte tampon. Et donc, ils font, Ouais. girl, yeah. Et donc, là, ils font le transfert sur ce compte-là. Et moi, je devais faire de ce compte-là sur mon compte aux États-Unis. Genre sur un truc genre, Credit Union ou je sais pas quoi, pas, Western Union ou des Non, trucs non, comme non, ça non, ou? non, c'était un compte bancaire. En fait, alors, la banque qui prêtait les fonds avait, alors quand je dis, je me mets avant de découvrir le poteau rose, hein. Donc, cette banque-là, elle ouvre un compte B, met les fonds à mon nom. Et moi, je devais transférer de ce compte-là avec mes identifiants classiques, rentrer dans la banque, faire un transfert sur mon compte aux États-Unis. Et je fais le transfert, donc ils disent 5 jours après, vous allez recevoir les fonds comme classique, quoi. Et en fait, je me rappelle, hein, c'était le 4 juin 2024, je reçois un texte de la banque pour dire, vous êtes à découvert. Et là, je ne comprends pas. Je dis, bah, OK, donc je me connecte. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui se passe, on a tous nos comptes sur la même banque. Et via l'application, en fait, je peux avoir accès à tout. J'ouvre le compte et c'est 0, 0, 0, 0. Ils ont vidé tous nos comptes. C'est ce genre, oh my gosh. Ah la vache, ouais. En fait, tout est à zéro. Et là, je perds complètement les moyens parce qu'au départ, j'ai pensé que c'était une blague. En fait, tu es là, tu te sens tellement bête. Oui, ça te paraît tellement énorme que tu te En dis: «C'est pas fait, possible, ça te quoi». paraît tellement bête. Regarde la chose la plus simple que tu pourrais faire quand tu découvres un truc comme ça chez ta banque, de dire, OK, j'appelle ma banque. J'avais même pas pensé à ça. J'étais tellement paralysée, j'étais là. Et c'est une amie qui m'appelle en ce moment-là. Et puis, elle me dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'il y a un truc qui part. Et là, je craque, quoi. Je dis, parce que là, il y a nos comptes personnels, nos savings et le compte bancaire de la société. Donc vos économies et Et le compte de la boîte tout, et vos comptes perso? tout, Ouais. tout part. Et là, comment tu expliques à ton mari? Aïe, aïe, aïe. Donc là, elle me dit, bah tiens, appelle la banque. Je dis, bah oui, en fait, c'est un truc aussi con, j'aurais pu faire. Et ben, j'étais tellement paralysée. Ouais, mais je comprends. Et là, j'en parle à mon mari parce que lui, il était encore au café.
Et je lui en parle et puis je lui dis, bah, écoute, voilà ce qui s'est passé. Et puis là, tous les deux, bah, on craque parce que pour le coup, en fait, on n'a plus rien en fait. C'est là, on a tout perdu là, on n'a plus rien. Et puis bah, la nuit passe, hein, puis je dis, OK. Il me dit, franchement, je suis vraiment désolée pour toi parce que tu as tellement bossé dur parce que pendant 2 mois, cette compagnie était en Malaisie. Il y a 15 heures de putain de décalage horaire. Je suis Tu vas désolée. présenter les trucs la nuit. Oh my God. Et j'ai une petite fille par-dessus tout. Donc, voilà, c'est le truc, la totale. Là. Donc, je dis, OK, écoute, comme on dit, hein, c'est le dernier arrivé qui sort en premier. Donc là, on vient de créer Café Mademoiselle. Malheureusement, on va devoir fermer Café Mademoiselle parce que tu ne peux pas gérer une compagnie, 3 compagnies avec 0. Complètement aberrant. C'est même pas imaginable. Donc, faire des choix, quoi. Ouais. voilà. Donc, on va fermer Café Mademoiselle parce qu'en réalité, si tu veux, ça faisait 6 mois, on avait testé le projet en grandeur nature. Donc, je dis, j'ai créé un concept. Ce concept-là peut être mis un peu partout. C'est pas un lieu. Ça marchait bien? Ça marchait bien. Ça marchait bien. Mais on n'était pas arrivé au niveau de développement. En fait, on était au niveau start. You know. Et donc, je dis, OK, c'est pas grave, on va fermer Café Mademoiselle. Par contre, on va recommencer tout à zéro. On va prendre nos bocaux, on va aller sur les marchés comme ce qu'on faisait. Et puis, bah, si c'est ce qu'on s'est mis à faire. On a commencé à chercher des marchés locaux ici, à avoir plus de marchés, à aller les faire, hein, à produire, hein, enfin. Et en Vous avez parallèle, une capacité de rebond qui est incroyable quand même parce que tu vois un matin tous ces zéros, ces gros flips. Et alors, peut-être que c'est moi qui ai rempli les blancs et que c'est pas vrai, mais dis-moi si je me trompe. Mais très rapidement, en fait, vous mettez un plan en place. OK, on ferme Café Mademoiselle, on part sur les marchés, on va faire ça, on va faire ça. Je veux dire, tu aurais pu dire, OK, c'est bon, moi, l'entrepreneuriat, j'en peux plus, quoi. Je vais prendre un boulot salarié où j'ai pas besoin de lever des fonds. Non, mais je veux dire, ça peut aussi être, tu vois, un autre pendant. Ton mari, lui, il avait lâché son job aussi pour se lancer là-dedans avec toi. yeah. Tu peux me parler en fait de ce rebond, de cette décision, de cette mise en avant? Est-ce que c'est en mode, bah, de toute manière, on n'a pas le choix, il faut avancer? Ou est-ce qu'il y a eu une période aussi d'un certain stoïcisme, j'imagine aussi? En fait, si, enfin, on en avait parlé à la famille, bien sûr. Donc, eux, la décision, c'est, ah ben non, tu peux retourner travailler, laisser tomber tout ça. Ben, effectivement, ils nous ont conseillé de tout lâcher et de reprendre tout à zéro, de mettre tout en stand-by et d'aller reprendre nos boulots. Moi, je suis chef, je peux aller bosser, enfin, whatever. Il fallait qu'on le fasse, mais je savais au fond de moi, je dis, OK, aujourd'hui, on a quand même une réputation avec My French Cuisine. Boko Bite, on l'a essayé pendant 6 mois en grandeur nature, sachant que ça fait 2 ans que je développe ce projet et que, bah, en fait, il y a du potentiel. Ce serait trop dommage de laisser tout tomber pour une mésaventure qui nous arrive. Ouais. Oui, ça fera partie de notre histoire, mais ça ne peut pas faire notre histoire. Là. C'est pas, on ne peut pas s'arrêter sur ça. Donc, mon mari, il me dit, OK, ben, écoute, moi, de toute façon, je te suis. Si tu veux, je peux reprendre un petit peu de DoorDash à côté. Donc, il fait le chauffeur. Pour renflouer un peu les caisses Ouais, de la exact. maison, j'imagine. Exact. Et puis, bah, moi, pendant ce temps-là, moi, je fais les productions parce que quand on produit les bocaux, il faut compter à peu près 72 heures. Pendant le temps de production, parce que lui, il n'est pas cuisinier, donc il n'est pas très, il n'est pas utile vraiment en cuisine. Donc, du coup, bah, il faisait du DoorDash. Il n'y a pas d'assurance sur ces arnaques Si. Parce que quand tu as contacté ta banque, tu n'es pas protégé contre des trucs comme ça? Si, enfin, oui et non. En fait, j'ai contacté la banque. La banque me dit, en fait, il faut compter à peu près 30 à 60 jours pour que les fonds reviennent. Mais attention, on va vous prévenir, c'est un compte qui est à l'étranger, en Malaisie. Les États-Unis ne négocient pas et n'ont pas d'alliance avec ces banques-là. Donc, ça peut, avec au petit bonheur la chance, ça peut marcher ou non. Donc, si tu veux, quand la banque me dit ça, je fais quand même la déclaration parce qu'il s'agit quand même du compte de notre personnel, c'est pas grave. Mais pour la société, il va falloir que j'explique à mon comptable ce qui s'est passé, quoi. Donc, je fais tout ce qu'il faut, les déclarations, les dépôts de plainte, des trucs comme ça, pour sécuriser. Mais dans ma tête, je me dis, je ne vais pas attendre 60 jours de savoir si, peut-être. Ouais, il faut que tu te mettes en mouvement avant, quoi. Yeah. Donc, c'est pour ça que nous, on est partis direct. On s'est dit, allez, on rebondit.
On a pris quand même une bonne nuit pour bien chialer. Hein. Je vais pas mentir. Bah oui, non, mais c'est normal en même temps. Non, mais enfin, ça paraît bizarre ma question, mais parce que je me dis, tu as quand même aussi beaucoup de sentiments. Tu mets tes tripes dans ce business, tu mais. Je veux bien que tu sois hyper positive, mais enfin, tu es aussi humaine, quoi. C'est clair, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, du coup, on a réattaqué tout de suite. On a commencé à faire les marchés, on continuait. My French Cuisine en parallèle. My French Cuisine, en fait, c'est aujourd'hui, après 4 ans d'existence, c'est voilà, les gens nous connaissent en fait. Donc le catering, on le fait, on le fait en parallèle avec Le service de traiteur. Le service de D'accord. traiteur. Ouais. Chaque fois que je dis catering, je suis obligée de le dire en anglais. Bon sang, bon sang. Non, mais Genre, j'ai pas la de meuf, problème. elle C'est se juste, je fait, me dis que tout le monde ne parle pas anglais, donc Et je ouais. veux juste être sûre que tout le monde puisse suivre. La meuf, elle fait genre, elle parle un petit mot en français, en anglais pour se la péter. Non, personne pense ça, t'inquiète pas. Alors, My French Cuisine, donc je comprends que tu veux mettre aussi en valeur tes origines là où tu as grandi en France, etc. Est-ce que tu as, je sais pas, adapté tes recettes, ton offre et tout pour plaire à la clientèle américaine aussi? Absolument. Oui. On n'a pas le choix. Déjà, il faut trouver les bons produits ici déjà. Tu n'as pas le choix de se substituer. Donc, oui, on est obligé d'adapter. En fait, quand je fais un chef privé, là, pour le coup, je m'éclate vraiment en tant que chef. Je fais mes créations. Je fais vraiment en fait, je fais des propositions personnalisées, tout ça. Mais pour la partie traiteur, on reste quand même sur du basique parce que les Américains, ils vont plus se tourner vers quelque chose qu'ils connaissent. C'est humain de toute façon. Quand on va dans un restaurant étranger, on va peut-être steak frites, tu sais que tu as la valeur sûre. Donc, quand tu proposes, par exemple, du bourguignon, parce qu'ils ont déjà entendu parler de bourguignon, du coq au vin, ils connaissent le coq au vin, ratatouille, parce qu'ils ont vu le movie, le film. Donc ça, c'est du coup, je me suis vraiment adaptée à ces goûts-là parce que c'est ce que les gens y connaissaient. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la gamme Boko Bite, on a 6 références des produits qui sont connus des Américains. D'accord. Donc, Tu m'as dit bourguignon, coq au vin, ratatouille. Ratatouille, poulet basquez, porc au pruneau, branda de morue et aussi le hachis parmentier. D'accord. Donc, ça reste quand même des classiques français. C'est pas genre tu l'as adapté sur des classiques américains. Ah non, ah oui. Ça reste My French Cuisine, on est d'accord. Ça reste la cuisine française dans des bocaux. Les noms sont traduits en anglais entre guillemets pour rappeler un petit peu. Mais sinon, ça reste, même les appellations, ça reste vraiment français, en fait. D'accord, ok. Donc, en fait, du coup, je te parle depuis tout à l'heure de Boko Bite. C'est, en gros, le concept dans les bocaux, après la fermeture de Café Mademoiselle, après avoir fait les marchés, on voit très bien que la demande est là. Et donc, du coup, je dis, OK, maintenant, ce qu'on va faire, je vais détacher. Je vais donner une vraie identité à ce concept-là. Ce n'est plus My French Cuisine, parce que My French Cuisine, c'est la cuisine française, la cuisine authentique française, mais en mode traiteur. C'est pas dans les bocaux. Le bocaux, aujourd'hui, c'est le concept. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le concept des bocaux est devenu Boko Bite. D'accord, ok. Eh ben super. Une sacrée... j'arrive plus à parler, une sacrée capacité de rebondissement. En tout cas, je te dis un grand bravo à toi et ton mari, surtout quand on sait comment vous êtes rencontrés, je trouve ça fou. Aujourd'hui, tu as une petite fille, c'est ça? Ouais, j'ai une petite fille. Hein, ouais. Elle a quel âge? Elle a 8 mois, là. Donc, c'est bien ce que je pensais. Tu as vécu tout ça avec en plus un enfant de, en gros, 6 mois, en plein postpartum aussi. Tu t'es fait aider d'une manière ou d'une autre? Non, pas encore. Parce que c'est costaud. Pas encore. Wow. Je sais, il y a une amie qui me dit, peut-être tu devrais essayer de... Déléguer, hein? Pousser, de laisser un petit peu breathe, respirer un peu, tout ça. Mais pour l'instant, j'ai encore du souffle. Hein. Et je me dis, en fait, si tu veux, quand
quand on a eu cette mésaventure avec Café Mademoiselle, je peux dire ce qui nous a vraiment aidé à rebondir, c'était notre fille. Je pense qu'on l'aurait pas eu. Je pense qu'on aurait peut-être opté pour ce que les gens nous conseillaient. Bah non, vous devriez laisser tomber. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, patati patata. Mais en fait, je me dis, écoute, ça fait tellement longtemps que je fais du business. Aujourd'hui, Boko Bites, c'est une legacy. Ma fille n'est pas obligée d'être chef pour gérer ce type de business. Par contre, My French Cuisine, elle est obligée d'être chef. Et si elle n'a pas envie, donc c'est-à-dire il n'y a pas de legacy, donc d'héritage. Donc, on va se battre. On va continuer parce que aujourd'hui, on a cette chance-là d'être les pionniers et c'est sûr, on va être copiés. C'est heureusement d'ailleurs. Toi qui as été entrepreneur des deux côtés de l'Atlantique, du coup qu'il est encore aux États-Unis, c'est quoi les grandes différences que tu dirais que tu as observées entre la France et les États-Unis dans l'entrepreneuriat? Oh, les deux sont vraiment différentes. En fait, aux États-Unis, tu fais et tu verras. En France, tu demandes avant de faire. Ah ouais? Tu as des exemples? Oui. Par exemple, en France, avant d'ouvrir mon bar, par exemple, je ne pouvais pas, en tant qu'agent immobilier, même avec une licence de droit, tu ne peux pas ouvrir un bar comme ça, sauf si tu t'associes à quelqu'un qui est dans la cuisine. Qui a un CAP cuisine ou toi-même, tu as un CAP. C'est ce qui m'a forcé d'abord à passer mon CAP. D'accord. C'était ça. Ce qui t'a ralenti, quoi. Ça ne m'a pas vraiment ralenti parce qu'en fait, j'avais ce projet-là et j'ai fait en parallèle. En parallèle, d'accord. Ouais. Okay. Ici, aux États-Unis, en fait, on te dit, tu fais et tu attends qu'on te demande. En fait, ils disent, c'est mieux de demander, c'est plus facile de demander pardon que de demander l'autorisation. C'est ça. C'est vrai en plus. C'est-à-dire, nous, on ne s'est pas du tout posé de questions. Je ne me suis pas posé de questions en tant qu'immigrante, de dire, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir un business aux États-Unis ou nothing. On a juste enregistré la société. Et puis, on a commencé à bosser et on n'a jamais eu de problème en disant, hey, tu n'as pas le droit. Donc, l'administratif est quand même vachement simplifié aux États-Unis pour l'entrepreneuriat, tu veux dire, par rapport à la France? Oui, complètement. Oui. Par contre, il y a deux choses. Il y a au niveau financement pour les entreprises. Ça, c'est une chose, malheureusement, aux États-Unis, c'est très, très mal foutu, contrairement à la France. Ah. En France, par exemple, pour avoir un crédit, il faut une personne qui n'ait jamais eu de dette. En fait, moins tu as de dette, mieux c'est. Aux États-Unis, il faut déjà avoir été endetté toute ta vie pour, en fait, correspondre à un profil de quelqu'un à qui on peut donner des... Ouais. Et en plus, ce que je constate ici, c'est que c'est pas ta société, en fait. Ta compagnie peut faire des bénéfices, peut être... je ne sais pas, gagner des millions. Ils n'en ont absolument rien à foutre. La chose qui va vraiment être important pour eux, pour te prêter, c'est la personne qui emprunte. C'est la personne qui demande, en fait, ils vont demander par rapport à ton... légal. Ton credit score. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, moi, je me retrouve dans cette difficulté, en fait, d'emprunter... auprès de la banque pour développer mon business parce qu'en fait, je suis ici, ça fait que 5 ans. J'ai pas d'historique assez lointain pour vérifier si je suis une bonne personne ou non. Quelqu'un en qui on peut faire confiance. Donc, c'est pour ça. Je ne peux pas obtenir de crédit et tout est sur mon mari qui n'est pas le propriétaire de la société et c'est moi qui suis. Anyway. C'est compliqué. C'est quoi, du coup, les qualités, selon toi, qui sont essentielles pour réussir dans l'entrepreneuriat en tant que Français établi, du coup, aux États-Unis? Alors, il y a une certaine ténacité, ça transparaît définitivement de ce que tu nous dis. Est-ce que tu penses à d'autres choses? L'esprit de créativité, de rebondissement. Ça, c'est une chose absolue qu'une personne doit avoir si elle veut vraiment continuer parce qu'en fait, il y a ce que nous... Garder l'objectif en tête, quoi. Exact. Il
Il y a ce qu'on prévoit, de dire, OK, moi, dans 2 ans, il faudrait que je sois ici. Oui, tu vas peut-être y être, mais tu ne sais pas du tout par où tu vas passer pour arriver là. Et ça se trouve, ça ne sera pas dans 2 ans. Donc, il faut être capable, en fait, de s'adapter. Et comme on disait tout à l'heure, par rapport à la ténacité, de pouvoir rebondir et continuer, en fait. De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est la soif du risque. Hein. Faut être assoiffé du risque. Si tu as peur du risque, tu ne peux pas être entrepreneur. Et this is okay. Enfin, et ça va. Hein. C'est pas. Oui, être entrepreneur n'est pas une fin en soi. On n'est pas obligé d'être entrepreneur pour être heureux. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc, il y a des gens, si tu sens en toi que tu n'as pas t'as pas envie de prendre de risques, c'est bien. Tu vas faire ton travail, tu fais tes 35 heures, au moins, tu as quelque chose de sûr. Mais si tu sens en toi, chaque fois que tu aimes bien relever les challenges, tu devrais peut-être voir ce côté-là, si ça ne peut pas t'apporter quelque chose en termes entrepreneurial. Et c'est vrai qu'on peut tenter des choses. Ça ne veut pas dire qu'y travailler est plus facile, mais tenter en tout cas des choses de manière un peu plus simple aux États-Unis qu'en France. Ne serait-ce que d'un point de vue administratif, on peut tenter avant de se lancer en fait à 3000% assez facilement. En fait. C'est clair. En plus, aux États-Unis, ils t'autorisent même à commencer par ta cuisine. Ouais, c'est ça. Enfin, ça dépend des counties, des villes, des machins, mais oui, il y a quand même beaucoup de, il y a beaucoup de flexibilité là-dessus. Bah, c'est trop bien. Si tu pouvais retourner en arrière à n'importe quel moment de ton parcours, tu te conseillerais quoi? Tu vois, si tu pouvais retourner un peu en arrière et tu chuchoter un petit conseil à l'oreille, tu retournerais où, quand, et tu te dirais quoi? Je retournerais en France. Ouais. Et je me dirais, prépare énormément d'économies avant de partir. Ouais. Oui, il y a que ça qui aujourd'hui, moi, je trouve comme contraignant. Je parle dans le cadre de développement de ton business, pas pour la vie de tous les jours. Mais si tu veux venir aux États-Unis et que tu veux venir faire un projet comme ça, tu prépares, mets-toi un petit peu d'argent de côté au cas où, rebondir rapidement. Et ben voilà un conseil bien sage. Du coup, tu disais c'est important de garder en tête où on va. Genre dans 2 ans, je veux être là. Dans 2 ans, tu veux être où, Fleur? Dans 2 ans, je vais être ma société va faire au moins 10 millions de dollars par an de chiffre d'affaires. Je vais m'acheter mon yacht. Dans 2 ans? Dans 2 ans, girl. Dans 2 ans. Ok. Écoute, on prend rendez-vous. Je serai la première à te célébrer. Je t'inviterai. Oui, et dans 2 ans, en fait, Boko Bytes sera au niveau international. Ah ouais, d'accord. Donc, des rêves et de l'ambition, c'est pas ce qui te manque en tout cas. Bah, c'est génial, ça fait plaisir. On te souhaite tout le bonheur du monde pour aussi bien les jours à venir que les années qui viennent également. Merci beaucoup pour ton temps et puis à bientôt. Merci beaucoup, Fleur. Merci beaucoup pour ton invitation. C'est vraiment gentil de ta part de prendre ce moment avec moi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Fleur Anderson pour ce chouette moment qu'on a passé ensemble. J'ai vraiment été très inspirée par sa résilience et sa force. Alors merci Fleur. J'espère que cet épisode vous aura plu, à vous aussi. En tout cas, merci d'être arrivé jusqu'au bout et de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous, à le partager. Ça compte énormément, alors merci par avance. La semaine prochaine, on met le cap au nord et plus à l'est. Nous partons en Nouvelle-Écosse. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Il faut que j'aille faire un reportage, il faut que j'aille voir les gens qui sont dans ces camions parce que c'était des passagers, des commerçants qui attendaient là, puis qui avaient faim, qui avaient plus d'argent, etc. Quand je suis arrivé, au début, les gens étaient contents de me voir, de voir qu'un journaliste était là pour parler de leur situation. Mais très très vite, la colère est montée, la frustration. Puis, étant français, il y a des gens qui ont commencé à
à m'attaquer verbalement en disant c'est la faute des Français, c'est votre faute. Puis là, il y a une femme qui dit de toute façon, toi, tu partiras pas tant que tu nous auras pas donné à manger. Puis la foule commençait à s'exciter, quoi, à s'énerver. Et j'étais tout seul, et j'avais ma radio accrochée à la ceinture. Et puis, heureusement, il y avait quelques personnes plus calmes, des camionneurs qui m'ont un peu escorté vers mon véhicule. Puis là, j'ai dû partir. Mais ça brisait le cœur en tant que journaliste, parce que, tu sais, quand tu es journaliste, tu veux aller parler aux gens, tu veux justement porter cette voix, cette frustration. Mais quand cette frustration se retourne vers toi... Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt.